Des villes et des hommes, une émission proposée en partenariat avec Eiffage. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission des villes et des hommes qui sera consacrée aujourd'hui au développement durable dans les métiers du BTP avec un focus sur un enjeu majeur qui est le génie écologique. Alors, l'actualité est particulièrement riche du point de vue de l'écologie et de la préservation de la biodiversité, avec le Congrès mondial de l'Union internationale de la conservation de la nature qui s'est tenu le mois dernier, en septembre à Marseille, qui a réuni de très nombreuses parties prenantes, des experts, des politiques qui ont adopté des résolutions et des recommandations. La France s'est notamment engagée à atteindre le seuil de 30% d'aires protégées d'ici 2022 et de renforcer la protection de 5% de ces aires maritimes méditerranéennes d'ici 2027. Autre événement international d'ampleur sous pilotage de l'ONU, la COP15 de la Convention sur la biodiversité, sur la diversité écologique, qui vient de se dérouler virtuellement dans l'attente de la suite de cet événement qui aura lieu physiquement en Chine en mai 2022. Et l'objectif ici est l'adoption d'un cadre mondial de la biodiversité post-2020 plus ambitieux et qui s'intitule d'ailleurs Vivre en harmonie avec la nature. Alors, que nous révèlent ces événements ? Eh bien que pendant longtemps, protéger la nature signifiait la mettre sous cloche, avoir une approche conservatoire, une approche finalement de sanctuarisation de milieux, mais qu'aujourd'hui, nombre d'acteurs et d'experts réalisent qu'il faut la réinvestir, qu'il faut la réintégrer dans notre quotidien et simplement lui faire de la place pour la laisser entrer en résilience. Le génie écologique en est un des leviers, puisqu'il sert à réparer l'écosystème lorsque celui-ci est trop dégradé pour pouvoir mettre en œuvre lui-même ses capacités de résilience. Et le génie écologique cherche à optimiser ce qu'on appelle les services écosystémiques, c'est-à-dire les services rendus par la nature à l'homme, tels que par exemple la filtration, l'épuration naturelle de l'eau, le stockage de carbone dans les sols, le stockage de carbone dans les forêts et les milieux accueillants pour la biodiversité. Alors, pour parler de cette formidable expertise qu'est le génie écologique, ou devrais-je dire mission, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Dellinger. Bonjour Sébastien. Bonjour Valérie. Vous êtes écologue et vous êtes formateur dans le génie écologique au sein de la PME bretonne Rezane. Et d'ailleurs, vous venez de m'annoncer que Rezane, ça veut dire adaptation en breton. Tout à fait. Et Benoît Klein. Alors Benoît, vous êtes enseignant à l'EATP, l'école d'apprentissage des travaux publics, bien connue sous le nom d'école des glotons, et responsable environnement et performance chez Eiffage Génie Civil. Bonjour messieurs. Bonjour. Première partie, le génie écologique, quel constat ? Des villes et des hommes, le débat, première partie. Alors, il faut bien le dire, l'état des lieux de la biodiversité et des milieux n'est pas très enthousiasmant. Nous avons gravement abîmé les habitats qui nous ont été confiés temporairement. Et selon l'IPBES, l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, c'est plus de 85% de la surface des zones humides qui ont disparu entre 1970 et 2016. Ce qui est dramatique quand on sait que c'est le milieu sans doute avec l'intensité écologique la plus élevée. Un quart des vertébrés, invertébrés et plantes sont en danger d'extinction. Et si on continue avec l'artificialisation des sols qui prélèvent des milieux naturels et des milieux agricoles au profit des zones urbaines, rien qu'en France, entre 2006 et 2015, ce sont 600 000 hectares qui ont été artificialisés. Alors 600 000 hectares, c'est quand même l'équivalent de la Seine-et-Marne. Et cette artificialisation augmente presque 4 fois plus vite que la population. Et selon les méthodes de comptage, ça représente entre 20 et 30 000 hectares par an en France. Alors Sébastien, un enjeu très important dans ces constats, c'est la nature et surtout l'état des sols. Lorsque sol il y a, en général, il est surexploité, il est dégradé, il est épuisé. Et oui, tout à fait. En fait, les sols, ils sont à la fois érodés mécaniquement et chimiquement. À cela s'ajoutent les pollutions qui sont liées aux activités industrielles, à la fragmentation des continuités écologiques, des habitats naturels, ce qu'on appelle les trames vertes et bleues. Et puis, pour ne citer que quelques chiffres, vous citiez tout à l'heure par rapport aux zones humides, en moins d'un siècle, on estime qu'on a perdu la moitié des zones humides en France. Et puis, on a à peu près 8000 sites dans la base des sites et sols pollués en France également. Alors Benoît, devant ces constats, vous souhaitez ajouter quelque chose, notamment sur les réservoirs de biodiversité ?
Oui, une donnée qui m'a interpellé, c'est que 29% du territoire est considéré comme réservoir de biodiversité au sens des trames bleues et vertes. Et on entend par là, du coup, que ces territoires sont plutôt riches en matière de biodiversité. Pour autant, seulement 1,4% des territoires métropolitains est couvert par protection réglementaire et 13% couvert par le réseau Natura 2000. Donc finalement, ça paraît très peu. Et c'est là, finalement, où je vois l'enjeu du génie écologique, c'est de s'attacher à cette biodiversité dite ordinaire en fait, et c'est là où avec notre métier finalement on a les moyens d'intervenir. Absolument. Merci Benoît. Alors pour mieux appréhender ce concept de génie écologique, on va faire un petit rappel historique vite fait. Le paradoxe du génie écologique, c'est que c'est un métier qui est en fait documenté dès le XVIIIe siècle. Ça m'a beaucoup étonné quand on a préparé l'émission de découvrir ça. Il a coexisté avec le génie civil. Alors le génie civil par contre a affirmé sa domination dès le début du XXe siècle, notamment avec le béton. Alors succès fulgurant du béton et donc succès fulgurant du génie civil. Et ça s'explique aussi par le fait que ce génie civil, finalement, permet à l'homme de s'affranchir de dynamiques naturelles, en particulier la dynamique des écosystèmes. Et ceci a fait totalement oublier les acquis du génie écologique qui, lui, au contraire, fait avec les écosystèmes, travaille en harmonie avec les écosystèmes. Alors, même si, évidemment, on peut trouver dans l'histoire des sociétés humaines des exemples où les deux ont pu cohabiter pour le meilleur. Je pense par exemple au Pont du Gard, une merveille qui associe bien sûr le génie civil humain, mais aussi le génie écologique. Alors, pour autant, Sébastien, il va falloir attendre la fin du XXe siècle et des constats dramatiques tels qu'on le rappelait tout à l'heure en matière d'érosion de la biodiversité pour remettre en question le rapport de domination entre génie civil et génie écologique. Oui, tout à fait. En fait, la discipline elle-même, elle est relativement récente. Elle est apparue aux États-Unis dans les années 60 à peu près. C'est là où il y a une législation qui est venue préserver les zones humides du territoire, notamment. Et puis après, effectivement, cette période, c'est à la fois aussi la période de prise de conscience. La prise de conscience environnementale, collective, sur les enjeux, couplée à la création d'outils incitatifs, coercitifs par le gouvernement et aux travaux de chercheurs dans ce domaine. Et puis au-delà des interventions techniques, le génie écologique, je voulais quand même le rappeler, il vise la préservation du bien commun. Ce bien commun que représente l'écosystème dans lequel nous vivons et ce qui donne à un projet de génie écologique une dimension à la fois sociale et territoriale très forte. Très bien. Benoît, une réaction ? Oui, alors le génie écologique, au sens large, j'ai envie de dire, ça a pour objet la préservation et la valorisation de la biodiversité avec des actions, alors pas qu'une, plusieurs types d'actions, ça dépend, qui s'inscrivent dans la durée, qui sont adaptées dans la durée sur des écosystèmes ciblés qui prennent en compte leur fonctionnalité, la diversité des habitats naturels et j'ai envie de dire l'ensemble des interactions des écosystèmes. Le génie écologique, en ça, il permet l'entretien ou la reconstitution des milieux naturels, mais aussi la restauration des milieux dégradés et j'ai envie de dire la réhabilitation des fonctionnalités des écosystèmes assurés par les écosystèmes. Finalement, si je vous écoute, il y a un mot qui me vient à l'esprit, c'est du sur-mesure. C'est un peu ça, et on s'adapte. Finalement, c'est du mimétisme. Regardez la nature et chaque chantier, chaque situation, on s'adapte. Merci à vous deux. Alors, nous allons entendre maintenant en interview réalisée par nos amis de Radio Imo une spécialiste du sujet également, Nathalie Frascaria-Lacoste, qui est professeure d'écologie évolutive à AgroParisTech. Nathalie est également vice-présidente du département Sciences de la vie et de la santé. Elle nous apporte des précisions sur ce qu'est pour elle le génie écologique. Nathalie Frascaria-Lacoste, bonjour. D'où vient le génie écologique et quelle différence avec l'ingénierie écologique ? Bonjour, merci pour cette question importante. Alors, je vais commencer par l'ingénierie écologique. Je vais faire un tout petit peu d'histoire. L'ingénierie écologique est arrivée en France dans les années 2000-2005. C'est une discipline scientifique appliquée qui avait été revendiquée dans les années 80 par une association qui est l'Association française interprofessionnelle des écologues, mais qui avait été un peu oubliée. En fait, le mot ingénierie vient de l'anglais engineering, qui est une traduction de ecological engineering, parce que les Américains utilisaient l'ingénierie écologique depuis les années 60, et nous, il faut attendre les années 2000 pour voir arriver ce champ disciplinaire en France. Et en fait, donc c'est un terme ingénierie qui est introduit de manière récente dans la langue française et il va se substituer à un terme qu'on utilise beaucoup plus, nous, à l'époque, c'est le terme de génie. Génie, c'est l'art de l'ingénieur. Et donc, il va y avoir une grande confusion entre génie écologique et ingénierie écologique qui va être clarifiée par un groupe de travail qui va essayer de réfléchir à donner des définitions plus claires entre les deux. Et donc, le journal officiel du 18 août 2015 va clarifier les deux définitions. Et je vais vous les donner.
derrière l'idée d'ingénierie écologique, c'est l'idée donc d'une discipline scientifique appliquée et impliquée. C'est l'ensemble des connaissances scientifiques, des techniques et des pratiques qui prend en compte les mécanismes écologiques appliqués à la gestion des ressources, à la conception, à la réalisation d'aménagements ou d'équipements et qui est propre à assurer la protection de l'environnement. Donc derrière l'ingénierie écologique, on a bien une discipline scientifique qui va être dans une réflexion sur la conception et la réalisation d'aménagements. Le génie écologique, c'est toute l'opérationnalisation derrière l'ingénierie écologique. C'est tout ce qui est conduite de projet, c'est la mise en œuvre, le suivi, voilà, qui va utiliser les principes de l'ingénierie écologique, mais qui va mettre en place tout ce qui est reconstitution de milieux naturels, restauration de milieux dégradés, optimisation de fonctions assurées par les écosystèmes. Effectivement, vous parlez souvent de sciences impliquées avec une éthique propre. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, bien sûr. En fait, effectivement, comme je disais un peu tout à l'heure, l'ingénierie écologique, c'est une science de l'intervention qu'on appelle un peu science impliquée. Alors, science impliquée, c'est un terme qui nous vient de Léo Koutelek, dans son petit livre « La science au pluriel », qui parle de science impliquée. Et en fait, l'idée, c'est que finalement, pourquoi on parle de science impliquée ? C'est parce que c'est une science qui va devoir prendre acte de sa responsabilité dans son intervention, notamment parce que les connaissances scientifiques, elles sont pas neutres, elles sont porteuses d'un certain nombre de déterminations qui peuvent devenir des normes pour l'action. Quelque part, finalement, connaître, ça permet de pouvoir imaginer l'action, mais en fait, le savoir peut être aussi une forme de pouvoir. Et donc l'ingénierie écologique doit prendre acte de ce qu'elle va faire sur le terrain. Il faut qu'elle soit attentive aux conséquences. Il faut qu'elle ouvre la possibilité d'un questionnement sur ce qu'elle fait, donc ses finalités quelque part, et qui ne doit pas revendiquer une forme de neutralité pour affirmer ce que pourrait être une science objective. Et donc c'est une science en fait qui vise au partage des savoirs et de tous les pouvoirs qui sont liés à ces savoirs, et c'est pour ça qu'on l'appelle science impliquée en fait. Merci beaucoup Nathalie Frascaria-Lacoste. Je précise, vous êtes professeure d'écologie évolutive à AgroParisTech et vice-présidente du département sciences de la vie et santé. Merci. Alors Sébastien, Nathalie Frascaria-Lacoste nous parle de sciences impliquées du génie écologique qui se développe surtout à partir des années 2000. Vous êtes d'accord ? Oui, en fait, surtout à partir des années 90 même. En fait, dans les années 90, la commande publique, c'est le principal moteur en fait, du génie écologique et au niveau du développement de la filière. Mais comme vous le mentionnez en introduction, nous sommes encore dans une gestion conservatoire de la nature. Et il faut attendre 1992 avec le réseau européen Natura 2000 pour commencer à poindre effectivement ces marchés, mais ça reste encore très anecdotique. Très bien. Alors finalement, le cadre réglementaire permet quand même, incite au développement de l'activité génie écologique. Et finalement, l'Union européenne joue son rôle. On est assez pro-européen dans cette émission, ça c'est vrai. Et là encore, on peut dire que la création, vous l'avez dit, du réseau européen Natura 2000, on pourrait parler également de la transcription en droit français en 2006 de la directive cadre sur l'eau, qui oblige les États membres de l'Union à conserver un bon état des masses d'eau, ont également joué un rôle finalement, ont suscité une demande de nouvelles compétences et de nouveaux acteurs. Oui, tout à fait, parce que avec le développement de la filière, c'est aussi de nouveaux acteurs qui vont émerger, qui vont se structurer. On va avoir notamment, alors historiquement, il y avait l'Association française interprofessionnelle des ingénieurs écologues, dont a parlé Nathalie tout à l'heure, l'AIGECO, qui est l'Association interprofessionnelle du génie écologique. On a eu la création de l'ATEN en 1997, qui est l'atelier technique des espaces naturels, qui fait partie aujourd'hui de l'OFB, l'Office français de la biodiversité, des bureaux d'études historiques de conseil, comme Biotech ou d'autres. Et puis enfin, bien sûr, l'Union professionnelle du génie écologique, l'UPGE, qui a été créée en 2009 et qui a pour but aussi de structurer la filière. Tout à fait. Alors finalement, on constate une accélération à partir des lois Grenelle, à partir de 2009-2010, avec la création des trams vertes et bleues. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Alors, les trams vertes et bleues, effectivement. À partir de 2009, on a eu, suite aux lois Grenelle 2009 et 2010, la mise en application de connaissances scientifiques, ce qu'on appelle l'écologie du paysage. Oui. Et donc, cette application a permis au niveau national, mais au niveau aussi régional et local, la mise en place d'un réseau de trams vertes et bleues qui contenait à la fois des réservoirs de biodiversité, mais aussi des continuités écologiques. Et aujourd'hui, maintenant, elles sont intégrées dans des schémas régionaux de cohérence écologique et en local, dans les SCOT et dans les PLU, avec une application très concrète sur le terrain en termes de mise en œuvre, et notamment via la mise en place de corridors écologiques, de passages à faune, etc.
un petit mot sur la séquence éviter, réduire, compenser. Alors pour nous, c'est un peu notre quotidien, mais pour nos auditeurs qui nous écoutent, éviter, réduire, compenser, éviter les impacts, réduire les impacts résiduels, compenser les impacts ultimes. Vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, alors la séquence éviter, réduire, compenser, il faut savoir qu'elle date de 1976 avec la première loi sur la protection de la nature. Ça date, hein. Par contre, en 1976, on ne mettait pas forcément en application complètement en fait cette loi. Cette loi qui a à la fois inscrit dans le droit français la notion d'étude d'impact et aussi cette séquence d'éviter, de réduire et de compenser. En fait, aujourd'hui, avec toute la réglementation qui s'est développée, la question à savoir à chaque fois quand on a un projet, c'est de se poser la question, est-ce que je ne peux pas éviter dans un premier temps l'impact ? Si je ne peux vraiment pas éviter, est-ce que je peux le réduire ? Et enfin, in fine, si vraiment je ne peux ni éviter ni réduire, je vais mettre en place des solutions qui vont venir compenser la perte d'un habitat ou d'une fonctionnalité écologique. C'est cette fameuse séquence éviter, réduire, compenser. Qui sera rendue obligatoire en 2016 pour tous les porteurs de projets. J'insiste lourdement, hein, la compensation, c'est toujours un peu un constat d'échec. Quand on compense, c'est qu'on n'a pas réussi à éviter ou à réduire. Et la compensation, pour nous, c'est vraiment, on va dire, un mal nécessaire quand on n'a pas pu faire mieux. Je tiens quand même à le souligner. Alors, 2016, c'est aussi l'année pour la loi, pour la reconquête de la biodiversité, qui énonce un objectif de 0 perte nette de biodiversité. C'est un petit peu bizarre comme expression, c'est une traduction d'ailleurs de l'anglais, hein. Mais finalement, cette loi, elle va nous permettre, à nous, acteurs du BTP, d'accélérer l'opérationnalisation des métiers. Et finalement, c'est là qu'on constate que les travaux publics, qui sont des aménageurs du territoire, ont souvent l'occasion de réparer des écosystèmes naturels dégradés en lien avec un projet d'aménagement ou pas d'ailleurs. Benoît, alors c'est votre quotidien, ça ? Oui, c'est un peu notre histoire, effectivement. Il faut comprendre que nos travaux, les infrastructures que nous construisons, s'inscrivent directement, majoritairement dans le milieu naturel. Donc travailler dans des milieux à haute sensibilité environnementale, c'est inhérent à notre métier. Donc on construit des infrastructures. Il y a nécessairement des impacts sur l'environnement. On traverse des zones humides, on traverse des cours d'eau qu'il faut réaménager. Ça veut dire que cet impact, on l'a toujours réparé. Et donc notre activité, notre métier de travaux publics, a toujours porté cette activité de restauration du milieu naturel aux abords de nos ouvrages. Et aujourd'hui, c'est devenu une activité spécifique que l'on porte parce que c'est pas directement au travers des impacts sur les ouvrages, mais ça peut être un projet en part entière. Donc effectivement. Alors finalement, on se rend compte que derrière le concept de génie écologique, il y a finalement 2 activités qui vont se côtoyer. Il va y avoir en amont de la chaîne, d'une part, les bureaux d'études qui vont s'appuyer sur les avancées scientifiques pour proposer des études d'impact, des recommandations pour les entreprises afin de les aider à éviter, à réduire et compenser les dégâts sur l'environnement. Et puis en aval, on aura les entreprises de travaux qui vont proposer des chantiers de restauration d'écosystèmes dégradés. Donc, de quel type d'intervention concrètement parlons-nous ? C'est ce que nous allons voir dans cette deuxième partie. Génie écologique entre philosophie et action. Des villes et des hommes, le débat, deuxième partie. Alors, je voulais proposer, une fois n'est pas coutume, à nos auditeurs 2 extraits d'une vidéo que vous pourrez retrouver d'ailleurs avec les images sur le site de Radio Imo. Alors, cette vidéo, nous l'avons réalisée sur le site de Mours, M-O-U-R-S, Mours, dans le Val d'Oise. Et vous allez ainsi pouvoir imaginer concrètement ce que recouvre le génie écologique dans un projet. Dans ce site d'espace naturel sensible, nous avons procédé à divers aménagements, notamment le terrassement d'une zone humide sur 15 cm. Nous avons régalé, c'est-à-dire que nous avons étalé la terre sur une dizaine de centimètres. Les principales difficultés sur ce chantier pour la partie terrassement ont été de maintenir l'état naturel le plus possible, c'est-à-dire d'éviter les compactages de terrain pour rendre la partie génie écologique et la suite des choses plus simples. Effectivement, là on est à 3,5 km de Mours, avec de la zone de compensation qu'on est en train de recréer. On est vraiment sur la même typologie, avec ici une recréation de zones humides, avec des prairies hygrophiles et des prairies méso-hygrophiles, un réseau de mares, des bosquets, etc. Benoît, vous avez entendu ces extraits, on ne peut pas en passer plus à la radio malheureusement, mais ça vous rappelle quelque chose de familier en termes de typologie de travaux. Qu'est-ce que vous faites concrètement ? Comment vous pouvez expliquer ça
ça à nos auditeurs. Cet exemple est assez représentatif de ce que l'on fait. J'ai envie de dire, majoritairement, notre domaine d'intervention, nous, c'est la renaturation. On entend par renaturation la recréation de milieux naturels. On recrée des habitats, ça va être des mares, ça va être des hibernaculums ciblés en fonction des espèces qui sont concernées par... Hibernaculum, pour nos auditeurs ? Alors, ça va être des habitats constitués de branchages ou de pierriers. Ça dépend effectivement de quelle espèce on va cibler par plutôt un pour les habitat. reptiles. Voilà, donc finalement, c'est la maison de la biodiversité en question. Nos travaux, ça vise aussi la reconstitution de cours d'eau. Donc là, on va être sur des sujets tels que la recréation de rivières, de lits de rivières, réouvrir des continuités écologiques. Donc ça, c'est vraiment notre cœur de métier. Après, il y a d'autres activités connexes que l'on fait un peu moins, comme des technisols. Là, on va parler de reconstruction de sol fertile qui vise à redonner sa fonction au sol, ses caractéristiques physiques. Et là, on va parler de porosité, de perméabilité, de rétention et d'infiltration d'eau. Voilà. Très bien, merci. Sébastien, vous voulez également nous donner quelques exemples ? Oui, alors quelques exemples, et puis même pour vraiment bien expliquer la chose. En fait, j'aime beaucoup comparer le génie civil et le génie écologique. Parce que finalement, le génie écologique, c'est quoi ? C'est créer des infrastructures pour l'ensemble des espèces animales et végétales. Le génie civil, c'est également la même chose, en fait, finalement, mais uniquement pour une espèce qui est l'espèce humaine. Et donc, finalement, notre rôle, lorsqu'on fait du génie écologique, c'est de reconstituer, d'entretenir ou de réaménager des zones sociales, en fait, pour les espèces animales et végétales dans lesquelles elles puissent à la fois se reproduire ou se déplacer ou se réfugier ou s'alimenter, en fait. Et donc, l'exemple de tout à l'heure sur les hibernaculums, c'est vraiment le cas où on a un espace qui permet, par exemple, à des reptiles ou à des amphibiens de passer l'hiver, je veux dire, au chaud, entre guillemets. Enfin, il ne fait pas très chaud, mais en tout cas, c'est pas pas les tropiques, mais en tout cas, voilà. Et donc, tous ces exemples-là montrent vraiment le but du génie écologique. Après, on peut parler de l'étrépage des sols, qui est simplement le décapage très léger de la couche superficielle du sol pour récupérer peut-être une banque de graines que l'on avait en dessous, c'est-à-dire des graines qui vont repousser. On va aussi avoir du génie écologique en milieu maritime, au niveau du littoral, pour stabiliser les dunes, par exemple, pour recréer des zones de récifs pour les poissons. Ou alors, des fois, lorsque c'est nécessaire et pertinent et justifié, on peut également mettre en œuvre des habitats artificiels. On parlait des hibernaculums, ou alors quelques nichoirs. Mais en tout cas, à chaque fois, ce qu'on se rend compte vraiment dans le génie écologique, c'est qu'on va intervenir pour restaurer les écosystèmes qui soient à la fois résilients, fonctionnels. Il faut que ça fonctionne, en gros. En fait, on lui donne un petit coup de pouce. Voilà, c'est ça. J'aime beaucoup. Il y avait une définition de l'UNICEM ou du l'UNPG à l'époque qui avait dans un petit guide, c'est marqué génie écologique, c'est donner un coup de pouce à la nature. Et j'aime beaucoup cette définition. Un coup de pouce avec 2 S, peut-être aussi. aussi, ouais. De pouce et de pouce, ouais, tout à fait. Et après, à la fin, in fine, il ne faut pas non plus oublier que le génie écologique permet aussi de restaurer les fonctionnalités naturelles, qui permet aussi de restaurer, par exemple, des zones d'expansion de crues, de restaurer aussi des milieux qui permettent la pollinisation, etc. Donc ça nous bénéficie aussi tout autant. On a parlé des services écosystémiques tout à l'heure en introduction, c'est pleinement ça. Alors, on le voit à travers de tous ces exemples, Benoît et Sébastien, finalement, il y a une réelle dimension systémique à la conception et à la réalisation de ces travaux. Il faut très bien connaître les milieux, très bien connaître la faune et la flore et la nature des sols. Et puis, il faut avoir une vision saisonnière et une vision globale du cycle de vie. Donc, c'est ce que j'appelle une dimension systémique. Oui, tout à fait. Une approche écosystémique même, oui. Si permettez-moi l'expression. Mais en fait, on va se situer dans une logique où on va essayer de faire mieux avec moins. On va être efficient, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire le maximum avec le minimum. C'est ce que fait la nature, en fait. On fait du biomimétisme, comme on a dit tout à l'heure. On va aussi réfléchir à l'origine des matériaux. On va privilégier des matériaux naturels, biosourcés, locaux, etc. Il y a vraiment une notion d'éco-conception, finalement, parce qu'on doit aussi anticiper sur le devenir des matériaux, sur leurs impacts. On va privilégier des matériaux écologiques, non traités, qui se dégradent dans le temps. Et puis enfin, privilégier des méthodes aussi, les solutions low-tech. On parle aussi de systèmes fondés sur la nature. Donc voilà, on s'inspire du vivant pour créer quelque chose qui soit résilient, qui soit intégré dans le vivant aussi. Qui soit éco-conçu, finalement. Un projet de génie écologique, il passe par l'éco-conception, le respect des principes du vivant, vous le disiez, sobriété, matériaux biologiques, dégradables. Donc nous sommes bien dans les principes du vivant. Et finalement, Benoît, il est crucial d'être très vertueux aussi dans la manière de réaliser les travaux. Parce que si on pollue en faisant du génie écologique, c'est une aberration. Donc il faut être en permanence
Entièrement d'accord. vertueux. C'est aussi important que l'éco-conception, je pense, si on veut rester cohérent avec la finalité d'un projet de génie écologique, les moyens d'intervention sont tout aussi importants. Et en ça, il faut qu'ils soient le plus adaptés possible, avec l'empreinte environnementale la plus faible possible. J'entends par là, on va parler de méthodes de travail, de techniques douces, mais pas que. Nous, on a un outil de travail aussi qui nous permet de faire du génie écologique, et cet outil de travail, ces moyens de production, ils peuvent intégrer des solutions à faible impact avec, pourquoi pas, je prends un exemple, un équipement de fluide hydraulique biodégradable et autres. C'est toutes des techniques dans les méthodes et dans les outils qui nous permettent, avec l'éco-conception, d'avoir une approche qui colle avec vraiment la cohérence du projet du génie écologique. Alors, je me tourne vers vous, Sébastien. Malgré tous ces principes, les marchés de travaux ne sont pas toujours prévus et phasés en fonction du rythme de la nature, et c'est un petit peu problématique. Oui, tout à fait, parce que le rythme de la nature est important, et je vais même dire, en fait, ça doit s'anticiper dès le départ. En fait, toute démarche de génie écologique, on est vraiment sur un concept de je vais recommencer. Tout projet de génie écologique va commencer par un état des lieux dès le départ. En fait, on va devoir prendre en compte à la fois l'ensemble des éléments sur le terrain, mais aussi les sensibilités écologiques, les enjeux. Et tout ça, ça va nous permettre de faire ressortir justement après, derrière, des objectifs, des actions concrètes, etc. Mais dans cet inventaire des sensibilités écologiques, des enjeux et des contraintes, on identifie aussi les contraintes de terrain. Et donc, justement, on va identifier à la fois les contraintes de terrain, par exemple, sur la portance des sols, etc., mais aussi également, finalement, sur les contraintes qui sont liées à une période de reproduction où on ne peut pas intervenir. Et donc là, effectivement, on va devoir décaler son phasage en fonction de ces éléments-là. En plus, il faut ajouter à ça le fait que les travaux doivent se faire en coordination avec d'autres corps de métier, en fonction du phasage du chantier. Donc, quelquefois, ce n'est pas évident du tout à caler au départ, mais on y arrive. C'est important que vous le disiez, parce que ça prouve que si ça n'a pas été prévu en amont, eh bien, il y aura un dérapage du planning qui sera totalement justifié, parce que finalement, ici, en matière gynécologique, c'est la nature qui doit dicter sa loi. Donc, autant prévoir en amont plutôt que d'être rattrapé par le phasage qui se fera au détriment d'un planning qui n'avait pas été conçu de manière pertinente. Bon. Alors, le développement du génie écologique, je voulais en porter témoignage. Finalement, il figure de plus en plus souvent dans les plans d'action biodiversité des entreprises du secteur du BTP qui sont engagées auprès des autorités publiques en matière de préservation de la biodiversité. Alors, il y a Eiffage, bien sûr, mais on n'est pas les seuls et on s'en réjouit. Toute la profession est en train de bouger. Majoritairement, d'ailleurs, les entreprises sont soit partie prenante de la stratégie nationale pour la biodiversité depuis 2012, soit inscrite dans l'initiative Act for Nature, et Eiffage, dans la suite logique d'une certaine notoriété qu'on avait acquis sur ce sujet dès 2014 avec le concept de génie civil écologique, fait partie des entreprises qui sont en train de promouvoir en leur sein une marque de génie écologique qui va réunir des compétences issues de plusieurs métiers. Benoît, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui. J'ai en tête un exemple, un chantier, celui qu'on a réalisé sur le cours d'eau de la Turdine. Le cours d'eau de la Turdine, qui est un affluent du Rhône, sur lequel nous sommes intervenus, qui a un passé industriel très anthropisé, et nos travaux ont consisté en renaturer ce cours d'eau. Globalement, le principe a été de retravailler le profil en long complètement sur 700 mètres linéaires, de démolir des seuils en béton, ce qui nous a permis de redonner une continuité à la faune piscicole. Nous avons construit une piste aussi, une piste cyclable le long du cours d'eau. Ça a été également l'occasion sur une autre activité d'éradiquer une espèce invasive qui est la renouée du Japon. Là, ça a été le traitement de plus de 1700 mètres cubes de matériaux par criblage, qui nous a permis de séparer les rhizomes de la terre qu'on a pu réemployer par ailleurs. Et ça a également été un chantier de dépollution, vraiment toutes les composantes d'un chantier de pur génie écologique qui nous a permis de recréer un milieu naturel. Donc, on citait tout à l'heure cet exemple, bon pour la biodiversité, mais tous les vivants, pour les êtres humains aussi, qui retrouvent à 2 pas de chez eux, j'ai envie de dire, un espace naturel, une piste cyclable et une rivière poissonneuse. Oui, on peut dire qu'on remarque un soutien quand même de la société civile de plus en plus fort à l'endroit de ce type d'activité dont on comprend la finalité, on comprend d'où on part, un état des lieux très dégradé, et la finalité qu'on cherche à atteindre. Alors finalement, vous êtes un peu des artisans de la nature, hein, si j'ai envie de dire. C'est ce que va nous expliquer aussi Pascal Maurer. Alors Monsieur Maurer, c'est un entrepreneur alsacien qui est un historique du génie écologique, puisque sa société, l'entreprise Nature et Technique, existe depuis plus de 30 ans.
Bonjour Pascal Maurer, vous êtes président de Nature et Technique. Bonjour. Oui, bonjour. Vous disiez il y a quelques années, quand nos travaux donnent l'impression qu'il n'y a jamais eu de chantier, nous avons rempli notre contrat. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'est un petit peu la particularité des travaux de génie écologique. On ne fonctionne pas comme un architecte paysagiste ou comme un paysagiste qui essaye de mettre sa patte ou sa marque. Nous, l'intérêt qu'on a en fait sur la restauration des milieux naturels, c'est qu'il faut vraiment que le milieu ressemble à quelque chose qui soit naturel. Il ne faut pas qu'il y ait d'impact au niveau des travaux. C'est là en fait où on a une véritable carte de visite. Si vous passez 6 mois après et que même le financeur qui est un peu déçu parce qu'il dit j'ai engagé beaucoup de sous mais j'ai l'impression qu'il n'y a jamais rien eu de fait, pour nous l'objectif est atteint. C'est ça en fait le principal intérêt des travaux de génie écologique. Je comprends. Est-ce que vous pouvez nous parler également de la vocation sociale de Nature et Technique ? Plus largement des métiers du génie écologique. Alors la particularité de Nature et Technique, c'est qu'effectivement on a été créé en 1991, donc on fête nos 30 ans, et nous sommes une entreprise d'insertion, mais une entreprise d'insertion un peu particulière puisqu'on intègre des personnes pour les former, pour leur redonner le goût du travail, le sens du travail dans les milieux naturels. C'est un peu ça la particularité. Et en fait, on a toute une gamme en fait de métiers au sein de l'entreprise puisque nous avons ce qu'on appelle des ouvriers du génie écologique qui sont en fait la cheville ouvrière, ce sont un peu les manœuvres de notre métier. On a des conducteurs de pelles sur chenilles, de pelles araignées, on a des chauffeurs poids lourds, on a des gens qui travaillent à l'atelier, donc ils sont capables de faire des réparations, de la mécanique agricole, mécanique poids lourd ou mécanique véhicule. On a toute une flotte. À l'heure actuelle, c'est quand même 40 salariés, donc c'est à peu près 40 personnes complètement différentes et qui ont des métiers bien appropriés. Et ensuite, là, maintenant, depuis peu, on a ce qu'on appelle du technicien du génie écologique qui suit les formations au niveau de l'AFPA d'Angers et qui sont vraiment formés à nos métiers. Nos métiers n'existaient pas, ce sont des métiers émergents, ce sont des métiers complètement nouveaux. Donc la particularité, en fait, c'est de continuer de pouvoir former des jeunes ou des gens qui ont envie de se reconvertir. Et le côté social, en fait, pour nous, amène un côté un peu humanitaire, un peu particulier dans un domaine où les gens, en fait, découvrent de nouveaux métiers, de nouvelles choses, et ça permet, en fait, de les relancer, de les remotiver. Voilà, c'est ça un peu l'esprit insertion et les valeurs humaines qui sont liées aussi aux travaux de génie écologique. C'est très clair. Merci beaucoup Pascal Maurer. Je rappelle, vous êtes président de Nature et Technique. Alors Benoît, je me tourne vers vous. Nature et Technique nous dit qu'il forme à des métiers variés. S'agissant de vos activités de génie écologique, comment faites-vous pour composer vos équipes ? Je me retrouve un petit peu dans cet exemple. On a des catégories socio-professionnelles qui sont un peu les mêmes. Alors nous, pour une entreprise de terrassement, on a la particularité, j'ai envie de dire, d'avoir 6 ingénieurs environnementalistes qui composent nos équipes en appui opérationnel à nos équipes de travaux. Je veux dire par là, j'ai un exemple que je dis souvent, qui est que le génie écologique, ça parle une langue, celle du milieu naturel, de la biodiversité, et cette langue, c'est pas naturellement celle des techniciens de la construction, alors qu'ils nous sont utiles évidemment pour construire nos ouvrages et manipuler nos outils de travail, mais il nous faut des traducteurs, et ces traducteurs, et ben voilà, c'est cette équipe d'ingénieurs environnementalistes qu'on a dans l'entreprise. Ils nous servent évidemment à mieux comprendre la finalité de nos ouvrages, à traduire cette langue, et c'est là important parce que si on ne comprend pas la finalité d'un ouvrage qui parle la langue de la biodiversité, et ben on arrivera moins bien à faire le chantier. Et ils nous servent à accompagner de façon sur mesure nos équipes de travaux et à former notre personnel. Encore une fois, sur mesure. Exactement. Alors, nous allons justement revenir à la question des compétences, qui est l'un des leviers de la structuration de la filière du génie écologique. Et c'est justement le sujet de la 3e partie, une filière en pleine structuration. Des villes et des hommes, le débat, 3e partie. Alors, on l'a vu depuis la fin des années 90, le début des années 2000, et surtout la conscience liée à l'érosion dramatique de la biodiversité des services écosystémiques, les marchés dédiés vont se multiplier, en lien avec l'aménagement du territoire, en lien avec la compétence des collectivités qu'on appelle GEMAPI, pour gestion des milieux, gestion des eaux, milieux aquatiques, protection des inondations, mais aussi en lien avec l'aménagement des territoires, comme le réaménagement de carrières, la réhabilitation de friches, et même les plans verts autoroutiers qui comportent un volet gynécologique assez important. Sébastien, vous me confirmez ce fort développement ? Vous aviez parlé de commandes publiques tout à l'heure. Oui, mais tout à fait. On le voit même de plus en plus. On
on le sent sans même faire de chiffres. Enfin, on le sent vraiment au niveau du développement de la filière. Après, j'ai quand même quelques chiffres qui sortent d'une étude qui a été faite en 2009 par l'Union professionnelle du génie écologique. Voilà, je vous les livre. Le marché représenterait en 2018 500 millions de chiffres d'affaires, dont plus de la moitié, 270 millions pour les travaux. C'est une estimation qui serait largement sous-estimée. On considère qu'on serait plutôt à 1 milliard d'euros et sans doute d'ici 2030, ça va se développer. Les besoins, ils sont énormes et là, on considère maintenant, aujourd'hui, qu'on a à peu près entre 30 et 40 000 salariés qui travaillent dans ce secteur, en incluant à la fois les gestionnaires d'espaces naturels, les bureaux d'études, les entreprises de travaux, les fournisseurs, etc. D'accord, donc on est bien là dans des métiers de la croissance verte qu'on est seulement en train de comptabiliser. Donc comme vous disiez, c'est sans doute très sous-évalué. Benoît, vous êtes d'accord ? Oui, tout à fait. C'est vraiment tout le paradoxe est là dans ce que vous dites, c'est que cette activité, elle est ni clairement identifiée, ni suivie, alors que ce soit dans nos outils de consolidation commerciaux ou comptables. Pourtant, je vous le confirme, ça existe bel et bien. Chez Eiffage, on a entre 5 ou 10 filiales qui réalisent régulièrement des travaux de génie écologique portés à la fois par Eiffage Route, par exemple, ou Eiffage Génie Civil. Ça représente quelques millions d'euros quand même de chiffre d'affaires et je suis bien placé pour le savoir parce que l'entreprise forésienne pour qui je travaille en emporte un bon bout. Et à titre d'exemple, chez nous, le chiffre d'affaires du génie écologique souvent est, j'ai envie de dire, englobé dans des opérations plus vastes d'infrastructures et ce qui rajoute de la difficulté à clairement identifier le chiffre d'affaires. Mais oui, je partage votre sentiment, ça se sent, il y en a quand même, évidemment. Alors, on le voit, la filière est en train de se structurer, elle est de plus en plus reconnue. Il y a notamment le travail de l'UPGE, on en parlait tout à l'heure, l'Union des professionnels du génie écologique, à laquelle d'ailleurs Eiffage a adhéré début 2020. Elle regroupe à ce jour plus de 80 entreprises, ça va de l'ingénierie écologique, en passant par les bureaux d'études en environnement, les entreprises de travaux, les maîtrises d'œuvre. Et justement, nous avons eu la chance d'interroger Patrice Valentin, le président de l'Union des professionnels du génie écologique, lui-même pionnier reconnu du génie écologique en France. Bonjour Patrice Valentin, pourquoi avoir créé cette union professionnelle et quelles sont ses spécificités ? Bonjour, l'union professionnelle regroupe les professionnels du génie écologique. Alors le génie écologique, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les entreprises qui travaillent pour la biodiversité, pour la restauration des écosystèmes, c'est-à-dire pour la résilience des systèmes vivants. Donc c'est un métier qui n'est pas nouveau, mais qui est de plus en plus en émergence aujourd'hui. Et nous avons créé l'UPGE en 2009 parce que dans le cadre de la structuration de cette nouvelle profession, il convenait de mettre des fondamentaux sur le métier. Donc on a développé une norme à l'AFNOR sur les protocoles d'intervention en génie écologique, sur la biodiversité, et puis après d'autres outils à la fois de formation, de certification, etc. Donc le but de l'UPGE, c'est d'accompagner les professionnels qui veulent servir le vivant en leur donnant des outils méthodologiques et aussi de travailler entre nous sur le développement de ce nouveau métier. Alors vous dites souvent, nous avons 2 clients à satisfaire, celui qui paie et la nature, notre client final. N'est-ce pas a priori incompatible ? Ouais, je dirais presque même notre principal client, c'est avant tout les espèces vivantes, donc la nature, et celui qui paye, c'est le donneur d'ordre, et effectivement, parce que les grenouilles, les papillons n'ont pas les moyens financiers de nous rémunérer. Alors oui, c'est incompatible dans le monde dans lequel nous vivons. Un monde qui est basé avant tout sur la compétition, sur la maximisation de l'intérêt personnel, de la consommation, etc. Sauf que l'on est en train de voir les limites de ce monde parce que les symptômes que nous observons autour de nous par les changements systémiques, qu'ils soient biologiques, climatiques, etc., ou sociaux, les inégalités que l'on peut voir apparaître, sont les conséquences vis-à-vis de ce mode de pensée basé sur la compétition beaucoup plus que sur la collaboration. Or, les systèmes vivants, la vie en fait, depuis le commencement, est basée sur 2 principes que sont la diversité et la relation. Toutes les espèces sont au service les unes des autres, c'est comme ça que fonctionnent les écosystèmes. Donc en disant que nous devons servir avant tout nos clients que sont les espèces vivantes non humaines d'une certaine manière, c'est aussi pour la pérennité des sociétés humaines et c'est aussi pour donner les bases d'une société qui soit basée sur le bien commun, sur l'interrelation entre les acteurs, que ce soit les acteurs humains ou les acteurs non humains. Donc en fait, c'est complètement stratégique cette formulation de dire que le génie écologique permet d'avoir une nouvelle approche de la relation au territoire, de la relation aux autres et de la relation aux vivants. Donc on est en train de, par le génie écologique, de sortir de notre point de vue des scénarios et des modes de pensée qui nous amènent dans le mur avec un mode de pensée qui est lié sur la relation aux vivants. Merci Patrice Valentin. Je rappelle que vous êtes le président fondateur de l'Union professionnelle du génie écologique. Alors, très intéressante interview. Finalement, génie écologique, c'est une forme de philosophie de vie pour soi, mais aussi pour la vie en société. Ce métier, il est en train de se structurer, on le disait tout à l'heure, il est en train de se normaliser ?
Oui, tout à fait. En fait, et c'est en cours, la normalisation de ce métier. Alors, normalisation du métier et non pas du vivant. Hein. Oui, bien sûr. Attention. D'abord, effectivement, depuis 2012, il y a une norme sur le génie écologique, la norme NFX 900, qui a été publiée en octobre 2012, qui est d'ailleurs en cours de révision actuellement, et qui permet, en fait, qui aborde le génie écologique sous la forme d'une méthode de conduite de projet en se posant les bonnes questions au bon moment. Quand je parlais tout à l'heure d'un état des lieux, des enjeux, des objectifs et des actions, c'est pleinement cette norme de conduite de projet. Parce qu'on ne peut pas normaliser le vivant, on ne peut pas dire comment faire une mare. La mare, elle est tout le temps adaptée, c'est du cas par cas en permanence. Après, au-delà de ça, il y a effectivement des journées techniques, il y a la publication de guides, de retours d'expérience. Donc ça, c'est vraiment en train de se développer actuellement. Et puis aussi, je voudrais rajouter là-dessus, par rapport à ce côté norme, on a aussi actuellement une qualification des entreprises qui existe d'ailleurs maintenant, qui s'appelle Qualister et qui a été créée pour permettre justement une reconnaissance du métier et aussi des compétences et des savoir-faire. Très bien. Alors Benoît, du coup, je me tourne vers vous. Qualister, c'est pour vous ? Oui, tout à fait. On est en démarche, on dépose notre dossier demain, pour tout vous dire. Donc, effectivement, Qualister, je rejoins ce que vous dites, c'est vraiment l'objectif, c'est que ça va permettre de qualifier des entreprises sur leur savoir-faire avéré et sur leur domaine de spécialité technique, mais pas que, aussi sur l'esprit du génie écologique, pour rebondir sur ce que disait Patrice Valentin. Et ça, c'est important, ça se ressent tout à fait au travers de la nomenclature de Qualister, au travers de leur dossier de candidature et aussi au travers du manifeste qu'ils ont publié sur le génie écologique. Voilà, et donc on est en cours, on vous en dira plus un peu plus tard. Alors Sébastien, la formation, tout ça, ça tourne autour du même sujet, reconnaissance des compétences et formation. Bien sûr, en fait c'est évident et c'est par là où il faut commencer. Cette formation, qu'elle soit à la fois initiale et continue, c'est nécessaire pour la structuration de la filière parce qu'au travers des compétences, derrière, il y a aussi l'identification, la reconnaissance, voire la création de nouveaux diplômes officiels, de nouveaux titres aussi qui est en cours. Alors justement, je voulais témoigner d'un partenariat que nous avons avec l'ESTP, qui est l'École supérieure des travaux publics, qui crée des ingénieurs en travaux publics tous les ans. Donc nous sommes membres fondateurs de la nouvelle chaire Ingénierie civile écologique, qui est co-développée avec AgroParisTech et justement l'Union professionnelle du génie écologique, la Fédération nationale des travaux publics et GIS. Alors ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que tous les ingénieurs qui sortiront de l'ESTP auront eu plus de 200 heures de formation par an consacrées à l'écologie et au génie écologique. Donc c'est introduit dans le cycle général de formation dès la rentrée 2021. Et last but not least, rentrée 2022, master spécialisé créé pour apprendre le métier de maître d'œuvre en génie écologique. Donc c'est vraiment un investissement pour l'avenir et tous les jeunes ingénieurs qui rejoindront les entreprises du secteur du BTP, Eiffage ou d'autres, dans 3 à 4 ans, seront pleinement capables d'appréhender les concepts d'ingénierie écologique et d'éco-conception et de proposer des solutions opérationnelles pour l'entreprise et pour ses clients. Oui, et je voulais même rajouter, vous avez complètement raison Valérie, et puis aussi et surtout on voit là déjà aujourd'hui toutes les deuxièmes années de l'ESTP suivent un cours de 15 heures de génie écologique. Alors c'est pas beaucoup, mais ça permet déjà d'initier l'existence du génie écologique dans la tête des jeunes ingénieurs qui vont sortir de l'ESTP. Et puis effectivement, cette formation initiale et continue, c'est vraiment un énorme enjeu pour la filière à tous les niveaux. Vous parliez du master spécialisé sur la maîtrise d'œuvre en génie écologique, mais aussi on peut citer là dernièrement la sortie d'un titre d'ouvrier de génie écologique. Et on en parlait tout à l'heure, c'est aussi important d'avoir des titres qui permettent de valoriser les ouvriers que les ingénieurs, donc toute la chaîne de valeur du génie écologique, on va dire. Donc ça bouge, les écoles bougent, les diplômes se créent, la normalisation est en cours, et tout ça c'est très bien parce que ces nouveaux métiers de la croissance verte sont complètement alignés avec une révolution qui est en train de nous préparer l'Union européenne, c'est la taxonomie. Alors pardon pour l'expression qui peut sembler un peu jargon, et j'en suis vraiment désolée. La taxonomie, qu'est-ce que c'est ? C'est peut-être le projet économique européen le plus ambitieux depuis l'introduction de la monnaie unique. La taxonomie vise à classer les activités économiques européennes les plus émissives en gaz à effet de serre en fonction de leur contribution aux 6 critères qui donnent une définition commune du développement économique durable. Alors les 6 critères, on en a 2 sur le climat, réduction des émissions de gaz à effet de serre, adaptation aux conséquences du dérèglement climatique, et puis 4 autres critères, préservation de la ressource en eau, économie circulaire, prévention des pollutions et préservation de la biodiversité. Ça veut dire qu'une activité économique est considérée comme éligible à
à la taxonomie verte européenne lorsque elle coche toutes ces cases. Et en tout cas, lorsqu'elle n'est pas nocive à l'un de ces critères. Alors, pourquoi on en parle ? On en parle parce que l'objectif de l'Union européenne, c'est d'orienter préférentiellement les flux financiers publics et privés vers ces activités qui sont considérées comme vertes et donc en harmonie avec les besoins en matière de développement durable, pour les soutenir économiquement et pour permettre aux entreprises de décarboner progressivement leur chiffre d'affaires tout en évitant le greenwashing et en garantissant aussi aux prêteurs, aux investisseurs et aux acteurs financiers une meilleure maîtrise de leurs risques. Alors Benoît, ça veut dire que le génie écologique, il va cocher toutes les cases là, c'est assez formidable, c'est donc une opération, le génie écologique, une activité dont le chiffre d'affaires va être à 100% éligible à la taxonomie et on l'espère à 100% aligné avec les critères. Comment vous vous préparez à cela ? En plusieurs points. Premièrement, ça a été du recrutement à tout niveau, comme on l'a dit, au niveau ingénierie et aussi au niveau ouvrier, du recrutement, des réflexions aussi dans le groupe Eiffage en interne, par un comité filière sur le génie écologique où on essaie de mettre en place des synergies, du retour d'expérience et voilà, s'y préparer, j'ai envie de dire, à cette activité en plein essor. Et aussi un besoin en développement, mais plus sur la partie amont et pas tellement sur la partie travaux. Alors pourquoi je dis ça ? C'est parce que notre outil de travail, c'est, j'ai envie de dire, s'adapter à des variations de volume, d'activité. Par contre, là où on a vraiment, j'ai envie de dire, besoin de s'appliquer, c'est sur la captation de la demande. C'est-à-dire adapter nos offres finalement dès lors qu'elles deviennent vraiment ciblées et spécifiques. Et c'est là peut-être où on a le plus de travail. Vraiment, c'est capter et travailler l'offre qui est plus compliquée. Alors merci Benoît, merci Sébastien. Nous arrivons déjà à la fin de notre émission. Pour terminer, quelques mots de conclusion. Benoît, je vous laisse la parole. Merci, volontiers. Peut-être juste en quelques mots, j'ai envie de dire, c'est que l'émergence du génie écologique, pour nous, ça paraît vraiment comme une chance qui répond à la fois à notre ambition, mais aussi à un métier qu'on en a toujours exercé, alors plus ou moins discrètement, et aussi en tant qu'amateur, sans qu'il y ait rien de péjoratif à ça. Finalement, notre savoir-faire à la base, c'est de manipuler un outil de terrassement, j'ai envie de dire, au service de l'aménagement des territoires. Et aujourd'hui, avec ce même outil de travail que l'on manipule depuis plus de 90 ans pour notre entreprise, on œuvre directement pour le vivant. En réponse à une demande de plus en plus exigeante, celle de l'activité du génie écologique, dans lequel le terrassement finalement a toute sa place. Et ça nous fait passer du statut d'amateur il y a plusieurs années de ça à celui de professionnel aujourd'hui. Et ça, franchement, c'est une vraie source de satisfaction. Alors, je vous remercie. Moi, j'avais préparé une petite conclusion enthousiasmante pour les jeunes qui nous écoutent peut-être et qui se demandent ce qu'ils vont faire de leur vie. Moi, je voulais leur dire que le génie écologique, finalement, c'est l'homme qui vient au secours de ce que son expansion irréfrénée et tous azimuts a dégradé, détruit, pollué, endommagé. C'est une tentative de restauration de dynamique naturelle des écosystèmes dont tout le vivant et l'espèce humaine, comprise bien sûr, dépendent complètement. Donc, ces activités, elles ont du sens. Elles sont même pleines de sens. Et pour tous ces jeunes qui nous écoutent, ils ont entendu que des formations de tout niveau existent désormais. Et j'espère qu'ils sont prêts à vivre leur vie professionnelle en harmonie avec la nature et à se consacrer à la restauration des écosystèmes dont nous avons réellement besoin, tous autant que nous sommes. Voilà, je vous remercie et à bientôt pour une prochaine émission. Des villes et des hommes, une émission proposée en partenariat avec Eiffage.